Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse. Quel énorme plaisir de vous retrouver pour cette première saison, épisode 6 de la Coupe du Monde au Qatar. Bon, bien sûr, il y aura d'autres saisons quand il y aura d'autres compétitions internationales. Votre émission sur les grands événements du sport, ça démarre maintenant. Et pour ce faire, on a un invité absolument exceptionnel aujourd'hui. Il est généreux, puisqu'il est avec nous, il nous fait la gentillesse de se déplacer de Lille pour venir jusqu'au Clubhouse. Et puis en plus de ça, c'est le président, le directeur général d'Ostende. On parlera de tout ça un peu plus en amont, mais d'abord, on l'accueille. Salut Gauthier Ganaï. Salut. Ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Merci beaucoup d'être là. Je suis honoré. Voilà, c'est la première fois qu'on a un président de club dans notre clubhouse et c'est un grand honneur. Sache-le, vraiment. Ouais, c'est un plaisir d'être ici. C'est génial. Xavier, comment ça va? Ça, depuis la dernière fois, ça va pas mal. Ben, on se voit de plus en plus vite. Regarde, c'est souvent avec la Coupe du Monde, c'est vrai qu'on a pas mal d'émissions. C'est incroyable. Est-ce que tu veux habiter à côté de chez moi? Dis-le. Hein. Déjà pas très loin, mais tu pourrais me rapprocher. Bon, mon Gauthier, bien sûr, je me suppose que tu as regardé les matchs de la Coupe du Monde. T'es un passionné de foot. Ouais. T'as dû regarder ça. C'est quoi la petite image, la première image comme ça qui t'est venue à l'esprit au fil de toutes les rencontres que tu as vues? Un élément? Bah, je dirais je pense que c'est la première fois que tu as tous les continents qui sont représentés en huitième de finale. Ça montre qu'il y a des bons joueurs partout. Ça montre qu'il y a des pays qui rattrapent leur retard. Tu vois, les pays asiatiques, africains, même l'Australie qui s'est qualifiée. Donc, je pense que c'est ça l'image que je retiendrai, quoi. Ça t'a inspiré un petit peu aussi? Je me rappelle qu'on s'était échangé des messages en disant, regarde, le gardien du Japon, il est toujours là-bas, ça peut être intéressant pour vous et tout. Tu regardes aussi ça? Tu regardes avec un œil de pro, ouais, après, je pense que comme je dis, ça montre qu'il y a des bons joueurs partout, qu'il y a pas faut pas s'interdire d'avoir des bonnes idées, peu importe où on regarde. Ça montre aussi que, au-delà du talent individuel, tu regardes des nations comme le Japon, elles ont avant tout existé par une force collective et c'est intéressant. On parle toujours de ressortir un joueur ou un autre joueur, mais là, pour le coup, ils ont existé, même la Corée, ils ont existé collectivement avant tout, quoi. Ouais, la qualité, elle est là. Après, c'est souvent le travail d'adaptabilité d'un profil dans un championnat donné qui reste le plus compliqué à faire. Xavier, une petite image comme ça. Non, moi, je rejoins un petit peu Gauthier dans le sens où c'est vrai que ça montre aussi peut-être qu'on devrait peut-être redéfinir les quotas par confédération de nombre de pays qualifiés. Qu'au final, on voit que les plus petites confédérations comme l'Asie ou autres, il y a que 3 qualifiés, je pense, ou peut-être 4. Ils mériteraient peut-être un petit peu plus. Au final, il y a beaucoup d'Européens, mais on pourrait peut-être en mettre un petit peu moins pour faire un peu plus de place à d'autres pays. Ouais, et puis t'as l'Amérique du Sud qui a énormément de pays. Et il y a que 4 qualifiés, je pense, où le 5e, il joue des barrages, je pense. Et puis, on a cette fameuse Coupe du Monde à 48. C'est une bonne idée pour toi, alors, dans ce sillage-là? Si j'écoute un petit peu ce que vous dites, vous allez plutôt dans ce sens-là, la Coupe du Monde à 48, pour avoir plus de nations, plus de talents, et montrer aussi qu'il y a la possibilité de faire encore de belles choses pour d'autres plus petites nations, quoi. Ouais, après, si j'ai bien compris, on n'est pas encore sûr du format, on sait pas trop comment ça va se passer, donc c'est un peu dur de donner son avis, mais ouais, je pense que ça serait sympa de voir des nations qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et comme on le dit, il y en a pas mal qui peuvent passer à l'as, notamment en Afrique, parce que pour se qualifier, c'est quand même très compliqué, donc si on peut voir un petit peu plus de pays africains notamment, ça pourrait être une bonne chose. Oui, l'exemple du Maroc, hein. Fantastique, effectivement, le parcours des Marocains. T'as été étonné, toi, Xavier, par ce que tu as vu de l'équipe de Walid Regragui, qui quelque part a beaucoup changé par rapport à celle de Vahid Ali Lodzik, qui était le sélectionneur, qui a quand même qualifié les Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'avant, je suivais un petit peu moins, donc c'est dur faire vraiment une comparaison. Et si, c'est surtout qu'il y a, comme l'a dit Gauthier pour le Japon ou la Corée, c'est une force collective, qu'au final, ils se battent tous l'un pour l'autre. Un peu comme on a vu aussi Arabie Saoudite, Argentine. Ouais. Ils ont fait 2-1. Et puis après, ils étaient tous derrière, ils sauvaient des ballons sur la ligne. Il y avait vraiment une force collective, alors qu'en Europe, c'est un peu plus individualiste, je pense. Ouais. On va démarrer le que oui, que non. Bien sûr, oui ou non, derrière, ça enclenche un débat. Vous connaissez l'adage, vous êtes habitués à ce petit cheminement. Bien sûr, on démarre avec la Belgique. On doit parler forcément de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se dérouler dans les arcanes du football belge. Dans les coulisses, on est en train de chercher un sélectionneur un remplaçant à Roberto Martinez. Thierry Henry est-il donc le meilleur choix pour succéder au sélectionneur espagnol? Non. Non.
Non. Allez, super. La Belgique est-elle le plus grand flop du mondial? Probablement. Oui. Ok. Oui. Non. Oui, non, ok. Et puis adoubé par Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne, qui au moment où on parle ne l'est plus. Il a été remplacé par De La Fuente, Oui. un nouvel sélectionneur espagnol. Madre mia, que es este muchacho, hein, on se rappelle de ce qu'il avait dit dans la conférence de presse. Le milieu de terrain marocain Azdin Ounahi est-il la révélation de ce mondial? Non. 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 Allez, vous êtes à 2 non, bah forcément, on enclenche le débat. C'est très bien. Comme ça, au moins, on va pouvoir en discuter et parler d'autres révélations, parce que je suis sûr que tu as un petit œil sympa sur les joueurs. Meilleur choix, Thierry Henry, vous m'avez dit non. Du coup, ce serait qui le meilleur choix? Non, ta question c'était est-ce que Thierry Voilà. Henry c'est Ouais. le meilleur choix? Moi je pense que non parce que déjà il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est que quand on lit la presse, on a l'impression que le portrait robot il est déjà dressé, et ça doit être un étranger. Mhm. Pourquoi déjà on est dans un pays où dans le championnat on a des règles très Ouais. drastiques sur les joueurs belges. Par contre, pour ce qui représente le plus le football belge, on veut aller chercher à l'étranger à tout prix. Ouais. Peut-être que c'est un étranger la meilleure solution, j'en sais rien. Mais pourquoi d'entrée dire que le portrait robot ça doit être un étranger? Je pense que il y a des bons entraîneurs en Belgique. Wouter Vrangen, ça fait longtemps qu'il fait du bon boulot, par exemple. J'en cite juste un, mais il y en a plein. Ah ben c'est excellent. Et, Effectivement. et je comprends pas qu'on se limiterait. Et après, pour parler d'Henry, tu parles quand même d'un mec qui, il y a 2 semaines encore, c'était le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, donc qui incarne un autre pays. Je trouve que c'est quand même compliqué. Et en plus, bah, il était déjà dans le staff de Ouais, et puis Martinez. il a eu 2 expériences en tant qu'entraîneur principal, 2 fois, ça a été un flop. J'entends le manque je dirais, de sentiment de représentativité, et puis aussi le fait qu'il fait déjà partie de l'ancien monde avec Roberto Martinez. Xavier, t'es d'accord ou pas? Ouais, clairement d'accord. Enfin, déjà, il fait partie de l'ancien monde, on va dire ça comme ça. Puis, comme entraîneur, enfin, il y a quand même beaucoup d'attentes autour de l'équipe nationale. T'as quand même envie d'avoir un coach qui a, je pense, prouvé des choses et avec qui tu dis, OK, ça va peut-être fonctionner. Mhm. Ici, je veux dire, tu nommes Thierry Henry, je pense que toute la population, elle se demande, on va aller où, quoi? Ouais. Comme je l'ai dit, il a eu 2 expériences en tant que terrain principal, 2 fois il s'est planté, je crois que c'est à Montréal et à Monaco. Ouais. Et donc, ici, même dans le staff, on se demandait pas à quoi il servait, donc au final, si tu le mets, on voit pas trop à quoi il va servir, et moi je préférerais un Belge et pas forcément un étranger. Ouais, ce qui m'étonnerait plus, ce serait de voir Thierry Henry qui lâche ses énormes contrats avec des marques incroyables qui sont diffuseurs de la Ligue 1 par exemple, ou alors du championnat anglais, pour aller entraîner, je dirais la sélection belge, alors qu'il n'est pas sûr forcément d'y retrouver son compte au niveau financier. Il y a aussi cette partie-là parce que on sait que les comptes de la fédération belge sont pas du tout extensibles. On sait qu'il reste sur 7 millions de déficit suite à l'échec de la dernière Coupe du Monde. Ça aussi, ça peut orienter un choix, Gauthier. Ouais, après si on parle de Thierry Henry, je pense que il fera un choix qui est pas forcément financier. Ça serait une opportunité énorme pour lui d'entraîner une nation comme la Belgique. Donc je serais très étonné qu'il place le financier au-dessus de l'opportunité, parce que comme on dit, il sort de 2 échecs. Ça serait inespéré s'il avait encore la chance d'entraîner une nation comme la Belgique. Ouais, Donc, ça se comprend bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait comme changement? On va où en fait avec cette Belgique-là, selon toi, de ce que tu as vu sur le terrain? Comment on oriente, je dirais, les choix de sorte à ce que justement ça aille mieux? On voit par exemple des nouveaux noms, la fameuse liste qui a fait parler avant la Coupe du Monde des 54 présélectionnés, elle est finalement sortie. On voit un petit Maxime de Kuyper au poste de latéral gauche, qui est un joueur en fait du club de Bruges, mais prêté justement à Westerlo. Est-ce qu'on repasse à une défense à 4 et on tente des nouveaux coups? Est-ce qu'on prépare sur base de rien du tout, la fleur au fusil, que des jeunes joueurs avec des Arthur Théâtre, avec des Wout Fass? Est-ce qu'on va vers l'avant ou est-ce qu'on garde quand même ce petit socle des anciens? On va vers où, Gauthier? je pense que ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a parlé beaucoup pendant cette Coupe du Monde de génération dorée, c'est le moment pour eux de gagner un titre. Et je pense que par moment, faut accepter qu'une génération, c'est fini, et faut surtout se consacrer à préparer celle d'après. Et je pense qu'il y a assez de jeunes joueurs, t'en as cité quelques-uns, assez de jeunes joueurs prometteurs en Belgique, et c'est dommage, je trouve, qu'ils aient pas eu un peu de temps de jeu, ne serait-ce que pour avoir, je dirais, une première expérience d'une très grande compétition internationale.
parce que c'est sur cela que tu vas compter. Je pense notamment en défense centrale, ça aurait été intéressant quand même de donner du temps de jeu à certains pour préparer la suite, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Après, parler de formation, tout ça, c'est pas le plus important, je pense, mais le plus important, c'est voilà de se dire quelle va être l'ossature, les 4-5 mecs autour desquels tu vas construire. Dans la génération, on va dire précédente, Ouais. bon, Hazard, il a dit qu'il a arrêté. De Bruyne, il a encore des belles années devant lui. Mais il faut choisir, voilà, je dirais les 4-5 mecs, jeunes et moins Ouais. jeunes, autour desquels tu vas vraiment construire quelque chose. Les formations, les trucs comme ça. Ça, après, c'est en fonction Ça du verra coach que après, t'as, ce qu'il ouais. aime bien, ce qu'il aime pas, et puis des joueurs qui t'auras à ta disposition à ce moment-là, quoi. Ça- Du coup, on garde Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, les autres, on passe à autre chose, quoi. Non, je pense que les autres, tu peux les garder pour Ouais. entourer les jeunes, qu'au final, c'est malheureux, mais on a d'excellents jeunes, mais à l'heure actuelle, dans les excellents jeunes, on n'en a aucun qui est titulaire dans un club qui joue le titre toutes les années, comme un De Bruyne, Bien sûr. un Lukaku ou autre. C'est des bons jeunes, mais ils jouent, comme tu l'as dit, pour Arthur, c'est Rennes, pour Woodford, c'est Leicester. C'est des bons clubs, mais c'est des clubs du sub-top, c'est pas encore des clubs du top. Donc, Arthur ils qui ont... joue le titre en Non, non. Europa League, Ouais, mais avec le Stade Rennais. voilà. Voilà. Mais je veux dire, toi, c'est des joueurs qui sont bons, mais ils ont encore besoin peut-être d'être encadrés, d'expérience pour, mais petit à petit, ouais, tout doucement prendre leur place. Moi-même, en Ligue des Nations, ils auraient dû être intégrés à Ouais. l'équipe, hein, pour préparer la Coupe du Monde. Bah, du coup, ça amène la transition parfaite pour notre deuxième débat. La Belgique est-elle le plus grand flop du mondial? Oui, non. Du coup, qui veut commencer? Xavier, allez, je Ouais. te donne la Bah parole. moi, pour moi, c'est vrai qu'on regarde notre pays toujours, donc c'est vrai, mais au final, pour moi, le plus grand flop, c'est l'Allemagne quand même. C'est 2 fois d'affilée, ils passent pas les poules. Ouais, Et c'est vrai un pays, c'est un grand pays. C'est comme l'Italie, 2 fois d'affilée, ils sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Pour moi, ça, c'est des vrais flops. Ouais, après. La Belgique, nous, on reste un petit pays, c'est 11 millions d'habitants, tu passes pas les poules, c'est malheureux, parce qu'on a toujours envie qu'ils aillent plus loin. Mais au final, un petit pays ne passe pas les poules, ben ouais, ça peut arriver, quoi. Après, pour moi, vous avez créé vous-même le flop. Dans le Ouais, sens où quand t'annonces que ton ambition, c'est de la Ah, ça gagner, t'annonces pas, Ça, on veut arriver en quart, Ouais, ça. t'annonces, on veut la gagner, quoi. Donc, ça met quand même déjà une certaine pression. Je pense que les Allemands, c'est un énorme flop, parce que comme tu dis, c'est un grand pays. Ça fait 3-4 compétitions d'affilée que ça fait des flops. ça. Mais quelque part, moi, je trouve que j'avais moins d'attentes vis-à-vis de l'équipe Ah, ok. d'Allemagne que vis-à-vis Ouais. de l'équipe de Belgique. L'équipe de Belgique, on nous avait annoncé beaucoup de choses. Il y avait eu Ouais. beaucoup d'effets d'annonce aussi de certains joueurs. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est un gros flop. Après, pour moi, l'un des gros flops aussi, ça va faire rire, mais c'est le Qatar. Quand Ah, t'as 12 ans, quand C'est vrai t'as que je 12 m'attendais ans un pour peu mieux, préparer une au moins compétition prendre un petit point, enfin, Ouais. quelque chose et comme ça. que t'es pas capable de trouver un gardien, par exemple, Ouais, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas quel joueur aurait la capacité de jouer dans une équipe comme la tienne, par exemple, au Café au Stand, ou voire même à Nancy. Enfin, Ouais. c'est impossible. Les joueurs qui étaient titulaires n'avaient pas le niveau pour la première division belge, ou même la deuxième division Non. néerlandaise, ou même française, quoi. C'était vraiment très, 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 très bas le niveau. Non, puis c'est aussi, tu te dis, t'as 12 ans pour préparer ça, t'as des moyens financiers qui sont ça. illimités. Tu fais le choix de prendre un coach qui va tout baser sur la possession. La technique, il va falloir forcément, ouais, ça. deux décennies Pour l'apprendre. pour le mettre, tu vois. Pourquoi t'as pas choisi un coach qui est fort en transition, qui aurait pu te permettre de jouer d'une autre façon, d'être costaud derrière et de partir vite en transition. Voilà, tu sais jamais, c'est vraiment attendu à 0. Tu vois, c'est un peu étonnant, quoi, dans les choix. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt donner le bâton pour se faire battre, hein. Le Qatar était très heureux de l'organisation de cette Coupe du Monde, mais un peu moins heureux des performances, Ouais. en fait, tout simplement de ces joueurs. Vous n'avez pas cité ni le Danemark, ni l'Uruguay. Je m'en étonne. Moi, je trouve que Donc, l'Uruguay, c'est une génération qui est Passée. Voilà, il y a plus rien Voilà. dans cette équipe, faut passer à autre chose. Ouais. Et le Danemark, voilà, c'est un petit pays qui a l'habitude de, Ouais, comme nous, quoi. Enfin, comme la Belgique, pour comme moi. la toi, Belgique, c'est mais qui a ça. pas la même génération. C'est ça, quoi. voilà. Donc, La plupart des joueurs, effectivement, du Danemark étaient hors forme, en fait, quand ils sont arrivés à la Coupe du Monde. Ils n'étaient pas titulaires ou il y avait un vrai problème, en tout cas, dans leur effectif. Et c'est sans doute ce qui a fait qu'ils n'ont pas été au rendez-vous, même si on attendait beaucoup d'eux, notamment dans le match face à la France. Et finalement, c'est les Australiens qui ont chopé cette fameuse deuxième place de leur groupe. On va parler forcément des révélations et on vous en a parlé. Donc, Asdin Ounahi, joueur passé par l'US Avranches, c'était en national, hein, qui jouait à l'US Avranches. Aujourd'hui, il est à Angers. Sa cote est en train d'exploser. Vous m'avez dit tous les deux non, c'est pas la révélation du mondial, mais globalement, que pensez-vous de ce talent? Qu'est-ce que tu trouves chez Ounahi de spécial? Parce qu'il a quand même marqué cette rencontre face à l'Espagne.
Bah déjà, après moi je suis pas mal la France, donc c'est pas une surprise autant que ça. Il y a très peu de joueurs qui arrivent à faire une transition entre le championnat national Ouais. et à être directement titulaire indiscutable en Ligue 1. C'est assez rare pour le souligner. Donc c'est pas une énorme surprise, même s'il est à un niveau énorme. C'est un mec qui est assez frêle, donc dans le foot d'aujourd'hui où il y a énormément de duels, tout ça, surtout à son poste, tu t'imagines qu'il va être en difficulté et c'est un mec, si tu regardes ses stats physiques, qui cavale plus de 14 km par match. C'est impressionnant. Donc on parle souvent de sa qualité technique, effectivement, à juste titre, mais il a physiquement, il est capable de répéter des efforts et c'est ça qui est assez impressionnant, quoi. Xavier, tu as des idées sur la révélation possible de ce tournoi? Bon, je Non, pressens Jude Bellingham, mais je ne sais non, pas même si je me trompe ou pas. honnêtement, pour le moment, j'ai aucun joueur qui m'a vraiment, comme dans d'autres Coupes du Monde ou d'autres grands événements, aucun joueur pour moi qui m'a vraiment marqué. Je me dis, il y a eu quelques confirmations, comme Kylian Mbappé par exemple, où on savait qu'il était au top, mais là il a vraiment montré qu'il était vraiment au-dessus. Mais j'ai pas de joueur genre, qu'on connaissait pas. Tu n'as pas Ou trouvé vous le avez vraiment James entendu parler. Rodriguez de 2014. Voilà, avec, tu vois, la vraiment Coupe du le Monde. joueur que tu te dis, à la fin lui, il a décroché son contrat, à la fin de la Coupe du Monde, il signe dans un gros club, tu vois. Pour Ouais. moi, je n'ai pas encore vu, j'ai eu des joueurs intéressants, comme celui que tu as cité, Unai, là. D'autres, même le japonais, le Doen, ou un truc comme ça. Enfin, celui qui a marqué, je pense, 2 buts. Des petits joueurs intéressants par-ci par-là, mais pas de grosses révélations. Genre, lui, il a éclaboussé de son talent à la Coupe du Monde. Il y a un ou deux joueurs qui, toi, t'as vraiment émoustillé ou fait plaisir, où tu t'es dit, ah, je prendrais peut-être contact avec son agent, ou sans nous donner, bien sûr, non, trop de parce détails, que, mais... voilà, moi, c'est trop gros pour le KVO, bien sûr, mais je te rejoins dans le fait que j'ai personne à citer qui est passé de l'inconnu au feu de la rampe, on va dire. Par contre, pour moi, il y a un joueur qui est passé dans une autre dimension, c'est le défenseur central croate, Gvardiol, qui a 20 ans. Ok, il est déjà, c'est pas une surprise dans le sens où il est déjà à Leipzig, il est déjà à un certain niveau. Par contre, pour moi, c'est le meilleur défenseur central de la Coupe du Monde, quoi. Bien sûr. Donc, pour moi, c'est pas une surprise, mais par contre, il a changé de dimension, quoi. Ouais, il a que 20 ans, quoi. Et si Chelsea hésitait à mettre les fameux 80 millions demandés par Leipzig, je pense qu'ils vont les débourser très très rapidement parce qu'il a été absolument fantastique, notamment dans ce duel face à Romelu Lukaku. Incroyable. En fait, il a cette capacité à jouer court, long, et en même temps à se projeter vers l'avant. Il est rapide. Enfin, il a toutes les qualités du défenseur moderne, et en même temps, il défend super bien sa surface. Il est bon sur le positionnement. Très certainement un des top 5 à l'avenir. Ouais, moi, comme je te dis, je pense qu'il a complètement changé de dimension et il a que 20 ans, donc ouais, à mon avis, ça va être un des meilleurs à son poste au monde, quoi. Tu vas aller voir en Croatie, voir s'il y a du talent. On regarde beaucoup en Croatie. C'est vrai que c'est pas cher et c'est de la qualité. Allez, on démarre avec le question pour un expert, bien sûr. Vous connaissez l'adage, 3 questions. Le premier qui arrive forcément à 2 gagne, mais on continue bien sûr avec les 3 indices. Et ici, on parle des dirigeants de clubs belges emblématiques. Alors attention, on a un dirigeant de club belge qui, je l'espère, va devenir emblématique. On va voir s'il va réussir à deviner. Voilà. Ça va être compliqué, je pense. Tu te sens prêt ou pas? Bah non, mais bon. Xavier? Pas trop, mais Pas trop. ouais, je vais essayer de faire de son mieux. Allez, je vous souhaite bonne chance, mes amis. C'est parti. Né le 13 août 1942, je suis le fils de Constant. Je fus président du Sporting d'Anderlecht. Oui, le prénom, c'est quoi? Ouais. Ah, le prénom. Je fus le président du Sporting d'Anderlecht en 1900. Roger Van Den Stock. Super, je vais quand même continuer ma phrase. Pendant plus de 25 ans, j'ai occupé des fonctions importantes dans le monde du foot en Belgique et au niveau européen, où j'ai notamment travaillé sur le modèle actuel de la Ligue des Champions et de l'UEFA Europa League, vice-président de l'Union belge de football jusqu'en 2007. Je fais partie de la famille propriétaire de la brasserie Bellevue. En 2018, je revends Anderlecht à Mark Cook contre plus de 78 millions d'euros, 78 millions d'euros. Je suis donc Roger Van Den Stock. Tu connaissais un peu? Oui, je connaissais. Mais... Ah, ça va. Ça a été rapide. Et le prénom, je l'avais pas forcément. 1-0 pour Xavier, on va continuer. Né le 19 avril 1955 à Castelforte, mon vrai nom est Liccio. Mon frère, Dominique, m'a accompagné durant toute ma carrière. Oui, bah voilà, c'est bien. C'était un petit peu plus rapide. Il était un peu plus rapide, mais bon, on va quand même la donner à Gauthier, si ça ne te dérange pas, Xavier. Allez, tu es bon joueur. Évidemment, ancien agent, devenu vice-président d'un club aux 10 titres nationaux. Il a récupéré le Standard lorsqu'il a cumulé 200 millions de francs belges de dettes. Lucien Donofrio, tu connais un peu? Tu as déjà eu l'occasion de parler avec lui?
Oui, mais je connais effectivement ce qu'il a fait avant. Donc oui, emblématique. Un dirigeant important aussi. Tu as eu l'occasion peut-être de voir un peu son parcours. Ça t'a peut-être inspiré tout ce qu'il a fait dans le milieu du football, au niveau de ses transferts, au niveau de sa façon de convaincre aussi. Il avait un énorme poids à un moment donné dans le monde du Ouais, foot. après, voilà, on n'est pas de la même génération, on n'a peut-être pas les mêmes manières de faire et tout, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui est, qui est là depuis plusieurs décennies, donc qui a une capacité d'adaptation et qui a été dans plusieurs clubs, qui a été agent aussi, donc Un voilà. vrai petit roublard, ce Lucien Donofrio. On va passer maintenant au dernier indice, dernière question. Bien sûr, c'est un point partout, messieurs. J'espère que vous êtes sur les starting blocks. Tout le monde est prêt, tout le monde est chaud. Ancien joueur, entraîneur, préparateur physique, je suis surtout connu pour avoir été un manager emblématique, légende du football belge. Le Prenons. club pour lequel j'ai travaillé a remporté durant mon mandat un titre européen et 11 titres nationaux, instigateur initial de la fameuse Benelux. Je suis membre d'honneur de la Fédération belge de football. Mon restaurant, le Saint-Guidon, fut un temps auréolé d'une étoile au guide Michelin. Décédé en septembre dernier, Tomislav Ivic m'appelait Mister Michel. Verschuren. Oui, bien sûr. Bravo, c'est gagné. C'est gagné. Ken, le chocolat pour Gauthier, s'il vous plaît, amenez-lui le chocolat. Bravo, félicitations. Tu remportes ce magnifique quiz. Bah, tu vois que ça a été. Écoute, hein. Tu vas te dire en off, ouais, non, je stresse, ça va pas aller. Eh ben voilà, tu vois, tu l'as fait, c'est super. Bon, on va s'intéresser un petit peu à toi, mon Gauthier, maintenant. On le disait, tu as 34 ans et tu cumules des fonctions à haute responsabilité quand même. Directeur général du KV Ostende, président de Nancy. Ma question, elle est toute simple. Comment t'organises tes journées pour gérer au quotidien ces responsabilités-là? Comment tu fais? Bon, écoute, on est dans une société qui est hyper connectée, donc j'ai toujours mon téléphone H24, 7 jours sur 7, ça c'est la première chose. Après, j'ai dû apprendre en cumulant des fonctions, j'ai dû apprendre à fonctionner différemment, j'ai dû apprendre à construire une organisation et à déléguer, ce qui est pas forcément facile parce que je suis quelqu'un qui aime bien contrôler, qui a une attention assez particulière aux détails. Donc j'ai dû apprendre à déléguer et je dirais à moi passer mon temps sur les choses où j'estime que j'apporte une valeur ajoutée si c'est moi qui le fais. Donc c'est une organisation particulière, mais je suis content de l'organisation qu'on a bâtie, des gens qui travaillent avec moi et c'est un travail d'équipe, quoi. Mais justement, tu parles d'un travail d'équipe. Toi, tu as une position un petit peu particulière par rapport à tes propriétaires, le Pacific Media Group. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu vraiment le rôle qui est le tien dans ce lien justement avec les propriétaires de ce club? C'est intéressant. Bah oui, donc je dirais que j'ai travaillé avec eux ils ont à l'époque fait l'acquisition du club que je dirigeais, Barnsley. Donc ensuite j'ai travaillé avec eux, avec certains d'entre eux à Nice et maintenant au KVO et à Nancy. Donc bah évidemment que entre mes fonctions à Ostende et à Nancy, je suis amené à avoir des relations. On a je dirais un board chaque semaine, on va dire, pendant 1 heure où on passe en revue les différents sujets et je leur remonte les informations qui sont importantes de leur remonter afin qu'ils aient qu'ils aient un peu le pouls de chaque club, de ce qui se passe dans chaque club. Et ensuite, bah, comme dans chaque organisation, il y a un certain nombre de décisions au-delà de certains montants ou quoi que ce soit dans lesquels j'ai besoin de leur accord pour travailler, quoi. Ok, c'est intéressant. C'est incroyable ton parcours. 34 ans, tu es passé d'abord par le RC Lens, et puis bien sûr, tu t'es fait remarquer en France par bien sûr ta présence en tant que président de l'OGC Nice. Et justement, c'était un énorme coup, le fait d'avoir pu vendre justement lorsque tu étais à sa tête l'OGC Nice pour un prix absolument incroyable. C'était à Jim Ratcliffe, l'actuel propriétaire de l'OGC Nice. Quand tu penses à tout ton parcours et toute cette évolution, est-ce que tu t'imaginais qu'elle soit aussi fulgurante à seulement 34 ans, d'avoir toutes ces responsabilités comme ça et de savoir les assumer et surtout de réussir en fait avec tout ça? Bah, oui, quelque part oui, parce que pour moi t'arrives à rien si t'as pas une vision et un objectif. Et après tu provoques les événements pour arriver à te rapprocher de cette vision et dès la fin de mes études, j'ai tout de suite dit avant 30 ans je dirigerai un club. Je l'ai dit, tous les gens qui me connaissent le savent, j'ai toujours dit avant 30 ans je dirigerai un club.
Je suis arrivé à Barnsley, j'avais 29 ans, à Nice, j'avais 30 ans, et voilà, c'est rigolo que j'y sois arrivé, mais je l'avais toujours dit, quoi. Ça veut dire que quelque part, tu avais déjà cet objectif, tu as planifié, tu es le genre de mec qui fait des plans. Ouais, je fais des plans. Après, voilà, faut être au bon endroit, au bon moment, mais moi, je suis persuadé que la chance, ça se provoque. Et que si tu sais pas où tu veux aller, bah, tu peux pas avoir de vent favorable quelque part, donc, Qu'est-ce qui te motive au quotidien dans ton métier de dirigeant? C'est, je dirais, un peu la même chose qu'avec mon parcours, c'est de déterminer une vision pour un club, créer une dynamique pour arriver à remplir les objectifs et arriver à cette vision, quoi. Donc c'est un peu à la fois l'aspect stratégique, où est-ce qu'on veut aller, et ensuite l'aspect management, créer une dynamique pour qu'on y arrive en équipe, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que par certains aspects, c'est une entreprise comme une autre, mais par beaucoup d'aspects, c'est une entreprise très particulière où ça peut devenir très émotionnel. Donc, je pense que si on n'a pas un cap précis, on peut très vite un peu partir dans tous les sens. Moi, je voulais te transmettre un coup de chapeau puisque je vais parler d'Arthur Théat. Au moment où Arthur Théat est quasiment au bord d'arrêter le football, hein, on peut en parler parce que c'est des discussions que j'ai déjà eues avec Arthur. Il y a effectivement cette opportunité du test avec Alexander Blessing qui est convaincu par les qualités d'Arthur. Tu t'es aussi démarqué dans le monde du football belge parce que tu as réussi à prendre des risques là où les autres étaient plutôt réticents. Arthur, c'est un exemple de ça en fait. Ouais, après on parle souvent de data quand on parle de nous. Or Arthur, c'est l'exemple inverse. Ouais. Je dis toujours, faut pas s'interdire d'avoir des bonnes idées. Donc un joueur qui accepte de faire l'effort, de faire le premier pas, de venir en test, pour nous c'est la meilleure des choses. C'est mieux que toutes les datas du monde. Tu le lâches chez toi pendant une semaine, tu peux tout regarder, tu peux vraiment sentir quelle personne c'est, son investissement et tout ça. Et Arthur, je dirais, nous on n'a rien fait, on lui a juste donné une opportunité. Et dès la première minute où il est arrivé à l'entraînement, ce mec, c'était le plus professionnel. Après, les qualités et tout ça, ça vient après. Mais déjà, dans sa tête, il avait décidé, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, lui, il avait une vision. Lui, il savait où il voulait aller et il était déterminé à y arriver, quoi. Et je me rappelle des petits trucs, mais je me rappelle d'un match amical la première saison pendant l'été où tu le voyais, ne serait-ce que avant le match, quand les joueurs viennent sur le terrain prendre un peu leurs repères, tu voyais à quel point il était pro, il se projetait, et c'est ça qui m'a toujours surpris chez lui, c'est sa détermination. Et après, il a une énorme confiance en lui qui fait que il est capable il avait toujours hâte de savoir quel attaquant il allait avoir. On rigole encore aujourd'hui, on s'envoie des textos quand il va jouer contre un bon attaquant, mais il voulait toujours un challenge, quoi. Ouais. Ça, je sais aussi. Hein. Arthur, tu le sais. Hein. Tu le sais. Hein. Ça, là, je l'ai mis dans ma poche. Celle-là, je la retiens. Effectivement, il a cette personnalité incroyable. Mais c'était important aussi je dirais, pour toi d'avoir ce type de profil. Parce que effectivement, tu dis, ouais, on est toujours sur la data, etc. Arthur, c'est l'inverse. C'est important d'avoir des joueurs qui, quelque part, viennent un peu de nulle part, ou en tout cas à qui on n'a pas forcément fait confiance. Et de savoir aussi avoir cette espèce de dimension sociale, de se dire, OK, lui, en fait, il a du talent, il n'a pas forcément les garanties sur le papier, mais moi, j'y crois, je prends ce risque. T'es un mec qui prend des risques, en fait. Bah déjà, nous, premièrement, on peut pas être compétitif financièrement sur un mec qui est jeune, qui est talentueux, qui a eu un parcours linéaire. C'est impossible. On se fait doubler par tout le monde. Donc, on est obligé d'accepter de par moment aller sur des mecs qui ont un parcours où bah oui, il y a eu des hauts, des bas, peut-être plus de bas que de hauts, et de donner des chances. Donc Arthur, c'était exactement ça, c'était quelqu'un, je rappelle quand même qu'avant de venir chez nous, il fait des entraînements au Standard avec Philippe Montagnier, hein. Donc c'est le même joueur. Ouais, ça n'a pas changé. Donc ça, c'est la première chose. Après, ce qui est intéressant quand tu prends des joueurs avec des parcours comme ça, et Arthur, c'était le symbole par excellence, c'est que il y a une rage de vaincre, il y a une rage de montrer que d'autres se sont trompés, qui fait que ça donne encore plus d'énergie, quoi. Donc ça, c'est quand il était au club, il donnait beaucoup d'énergie au sein du club. Xavier, tu as une petite question à poser peut-être à Gauthier.
Non, un président, c'est quand même Ouais, un honneur dans Unibet Clubhouse. Il faut en profiter. Après, c'est une question un peu bateau, hein. Mais de manière générale, quel est le joueur qui t'a, pas forcément au KVO, mais même dans d'autres clubs, qui t'a le plus marqué, que ce soit humainement ou genre sur le terrain, parce que genre, lui, c'était vraiment, il était vraiment impressionnant ou autre. Bah, je pense qu'Arthur, pour le coup, sur et en dehors du terrain, Ouais. quoi. C'était un mec, comme je disais, qui a, hein, mais à l'époque où il a vraiment explosé, qui avait une détermination incroyable. Vraiment, j'ai rarement vu ça. Et grande confiance en lui. Et puis aussi, qui respirait la joie de Ouais, vivre. c'est vrai qu'il a toujours au été quotidien. sympa et tout. Ouais. Moi, il était dans mon bureau tous les jours ou tous les 2 jours à prendre le café, mais toujours, tu parles de tout, de rien, mais le mec, il était content d'être là, il était conscient de l'opportunité qu'il avait, et il voulait tout péter, quoi. Ouais. Et ça a été très rafraîchissant d'avoir une voir, personnalité comme comme ça. la sienne au sein du KVO, quoi. Mais Gauthier, il y a quand même une période magique parce que cette première saison sous Alexander Blessin, tout s'est passé de façon tellement incroyable. C'était ta première année. Vous avez fait des transferts qui ont fonctionné. Alexander Blessin n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il était à Ostende. Aujourd'hui, il a été limogé de la Genoa. Est-ce que tu sais me cristalliser comme ça cette énergie, cette année-là, ce qui s'est passé à Ostende? C'était magique, vraiment. Bah, toutes les planètes se sont alignées. Ouais. C'était assez impressionnant. Ouais, c'est une combinaison de plusieurs choses. J'en reviens encore une fois à la vision. Bah, la première chose, c'est qu'on voulait un style de jeu très clair. C'est black and white. Voilà, c'est comme ça qu'on va jouer. On a été chercher un entraîneur pour jouer ce style de jeu-là. Alors oui, il avait jamais entraîné en pro, tout ça. T'as été très décrié là-dessus. On en a parlé énormément. Je m'en rappelle. Mais voilà, c'était très clair. C'était la façon de jouer qu'on voulait. Les joueurs qui sont arrivés, on a beaucoup parlé. Arthur, Jack, Max Darpino notamment, Mac Targay. Voilà, ils étaient tous dans ce profil-là. Mais on a eu aussi la chance d'avoir certains joueurs qui étaient là, qui ont réussi à s'adapter à ce style de jeu-là. Donc tout ça a créé un amalgame avec un environnement favorable à Ostende parce que il y avait pas de grosses attentes autour de l'équipe. Non, c'était que des bonus, quoi. Voilà, il y avait beaucoup de négativité, beaucoup de ouais, c'est un entraîneur qu'on connaît pas, c'est des joueurs qui viennent de nulle part, on les connaît pas. Donc il y avait un peu de négativité, mais quelque part la mayonnaise a pris, elle a pas pris tout de suite parce que il nous a fallu 4-5 matchs pour que ça démarre. Je me souviens du premier match, je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Oh là là. Et puis après ça a été une transformation, quoi. Vraiment. Ouais, mais avec voilà, ça a été grâce à des personnalités j'en reviens beaucoup, mais l'énergie dans un club c'est quelque chose de très important. Faut avoir des mecs qui ont une personnalité un peu solaire de temps en temps et qui ramènent de l'énergie. Dynamique. Alex Blessin avait une personnalité comme ça, Arthur avait une personnalité comme ça, Mac Targay avait une personnalité très et c'est important. Faut avoir un peu de tout, mais il faut quelques personnalités comme ça dans un groupe, c'est important. Et tous ces joueurs ont progressé aussi, je dirais que ce soit collectivement ou individuellement dans leur propre carrière. André Holzlager, par exemple, en est l'exemple type. C'est pas nécessairement le joueur qui s'est le plus mis en avant ou en tout cas au plus gros potentiel, mais en attendant aujourd'hui, il est titulaire à la Gantoise, qui est un grand club quand même en Belgique, et il est très très bon. Toi, tu penses que c'est ça qui fait ta force et puis celle aussi des clubs que tu diriges, c'est d'avoir la capacité de dire à certains joueurs, venez chez nous. On va vous faire progresser et derrière, vous allez de toute façon passer une étape dans votre carrière. Ça va être le tremplin qu'il vous faut. On n'est pas là pour vous faire rester 5 ans. On est là pour vous faire grandir avant tout. Je fais, à chaque fois qu'on veut signer un joueur, bien sûr, on les rencontre, on fait des visios, on les rencontre physiquement. Et je dis toujours la même phrase. Je dis, si tu me dis que ton rêve, c'est de signer pour le KV Ostende, on arrête la conversation tout de suite. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs jeunes, talentueux, qui ont l'ambition et le talent pour aller plus haut. Nous, notre job, c'est de t'amener à l'étape d'après dans un des 5 grands championnats en Europe. Donc voilà, nous, c'est clair quand on signe un joueur, c'est que, 24 mois après, si on a tous bien fait notre travail, il doit être sur les tablettes de plus grands clubs, quoi. Après, ça marche pas toujours. Un joueur comme Max, voilà, il a eu une blessure, il a eu quelque chose. Il serait probablement plus à Ostende s'il avait pas eu cette blessure. C'est pas grave, on s'est reculé pour mieux sauter, on repart et on y arrivera tous ensemble, quoi. Après, il y a des joueurs qui resteront peut-être
plus de saisons à Ostende parce que c'est des joueurs qui sont nécessaires pour garder une certaine stabilité, un équilibre, des choses comme ça. Mais c'est sûr que quand on pitch à un joueur, nous, l'objectif, il est clair, c'est tu viens chez nous, on va te faire progresser en tant que joueur, voilà aujourd'hui tes points forts, mais voilà aussi tes points faibles. On va travailler là-dessus, on va te faire franchir les étapes, et un jour, tu joueras dans un grand club. Et toi, en tant que personne, t'as peut-être envie aussi de progresser. Il y a peut-être aussi des choses que tu veux durant ta carrière, sans bien sûr manquer de respect aux propriétaires qui sont les tiens. Hein, c'est pas ça ma question. Le truc, il est vraiment de se dire, ok, aujourd'hui t'as franchi tellement de barrières, t'as tellement été loin à 34 ans. Il y a plein de choses que t'as fait. T'as un réseau et un carnet d'adresses déjà assez important. T'as envie de faire quoi maintenant? C'est quoi la prochaine étape pour Gauthier Ganaye? Bah oui, ce qui me caractérise plus que mon âge, je dirais, c'est que ça va faire 10 ans l'année prochaine que je travaille dans le foot. J'ai travaillé dans 3 différents, j'ai dirigé des clubs dans 3 pays, donc c'est assez unique. Je pense que j'ai prouvé ma capacité à développer des recettes de trading partout où je suis passé, petit ou moyen ou plus grand club. Après, bah oui, comme tout le monde, j'ai des objectifs, j'ai des envies et un jour, j'aimerais diriger un club où l'objectif, c'est de gagner. C'est pas de faire des coups Manchester City, quoi. Ça, c'est une, non, pas, Chaque non, Mansour, si vous le voyez. Non, mais pas forcément, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même pression, tu vois. Moi, j'ai une pression qui est, voilà, au stand, faut qu'on reste, milieu de classement, faut qu'on reste en D1A, faut qu'on arrive à développer assez de revenus pour que le club se développe, tout ça. Mais j'ai pas l'objectif de gagner le championnat. J'ai pas l'objectif, c'est pas la même pression de savoir que toutes les semaines, ton équipe, elle doit quasiment gagner toutes les semaines. Et là, t'es encore plus dans l'attention du détail, encore plus dans ça. Donc c'est une autre pression, c'est autre chose. Et c'est quelque chose que j'ai pas eu. Je l'ai touché pendant très peu de temps à Nice parce que on n'avait pas l'objectif de gagner le championnat, mais on avait l'objectif d'être haut. Et j'étais un peu dans ça, mais ça a duré très peu de temps parce qu'il y a eu la vente du club. Mais de connaître ça un jour, ouais, ça m'intéresserait. C'est l'adrénaline, en fait. Ça m'intéresse. C'est vraiment qu'on porte l'attention sur tous les petits détails. Je me rappelle, on m'avait pris pour un fou quand j'étais arrivé au stand, mais avant le premier match à domicile, j'ai dit, OK, je veux savoir quel parcours les joueurs vont faire pour arriver au vestiaire et qui ils vont croiser. Parce que je veux pas qu'ils croisent des mecs qui font la gueule. Tu dois avoir des mecs qui ont la banane, qui transfèrent une énergie positive. Et s'il y a un mec qui fait la gueule, il sort. Et on a arrêté avec des mecs parce que le mec, c'était pas sur sa gueule. Si ton job, c'est d'aller aujourd'hui sur le terrain et de performer à 100% et que tu croises ce mec-là avant d'arriver au vestiaire, je peux te jurer que t'as pas envie de jouer. Excellent. Et on m'avait pris pour un fou, mais ça, c'est de l'attention au détail, tu vois. Et justement, tu arrives à, le plus important, c'est ce que disait Démocrite à l'époque, je vais faire un peu de Grèce antique, la remise en question est le propre de l'intelligence. C'est ce qu'il disait. Quel est ton talon d'Achille aujourd'hui? C'est quoi qui te titille, où tu dis là, Gauthier Ganaye, il peut être meilleur, il peut faire encore autre chose? Bah après, déjà, il faut se remettre en question en permanence. Moi, mon métier, c'est de prendre des décisions. Par définition, quand tu prends beaucoup de décisions, tu vas en prendre des mauvaises. Faut juste faire en sorte que ça soit le moins souvent possible, que ça coûte le moins cher possible. Surtout en football, l'argent, ça compte. Exactement, mais tu vas prendre des mauvaises décisions. Après, la pire des décisions, c'est de pas en prendre. Bon, on passe tout de suite au super pari de la semaine avec Quentin. Quentin, on devait aussi parler du futur sélectionneur de la Belgique. On va en profiter lors de ton moment, tout simplement, le super pari de la semaine. Et puis, bien sûr, tu déroules comme d'habitude. C'est ton moment, my friend. Exactement. Donc, j'ai 2 pronos. Premier prono, sur le premier débat sur Thierry Henry est-il le meilleur choix pour succéder à Roberto Martinez? Comme on l'a vu, selon la presse, et Gauthier l'a aussi dit, la direction se positionnerait normalement sur un entraîneur étranger. Et selon les cotes, c'est Thierry Henry qui a le plus de chances d'être le sélectionneur. Mais moi, je suis pas trop d'accord. Je suis plus d'accord avec vous sur le fait que ce sera pas Henry. Et surtout que la direction voudrait apparemment un sélectionneur qui a fait ses preuves et qui a un très haut niveau. Malheureusement, Henry, on l'a bien vu, il n'a pas fait ses preuves. Et c'est pourquoi il y a une petite cote. Louis van Gaal, il a fait ses preuves, il a un haut niveau et surtout une cote de 10 sur le nouveau sélectionneur. Apparemment, en conférence de presse, il a déjà dit qu'il dirait déjà pas non. Donc, pourquoi pas tenter la petite cote Louis van Gaal, futur sélectionneur de l'équipe nationale belge. Il a dit qu'il fallait demander à sa femme. Voilà, exactement. Pour être exact, il faut demander à sa femme. Voilà.
Toi aussi, hein, si on te demande d'aller être président d'Arsenal, faudra demander à ta compagne. Hein. Je demande toujours à ma femme. Allez, on va se laisser là-dessus. Mais Gauthier, merci beaucoup pour ta générosité. Merci pour ton temps. Merci d'être venu de Lille pour parler de football avec nous. J'espère qu'on pourra te accueillir très prochainement dans Unibet Plaisir. Clubhouse. Et voilà, je souhaite que du bonheur au KV Ostende, qui est une super équipe, qui depuis que tu l'as reprise, en tout cas, a amené beaucoup de belles énergies à la Jupiler Pro League. Xavier, merci. Avec plaisir, c'est ça. On se retrouve très très rapidement. Cette fois-ci, on parlera bien sûr de la finale. Ce sera le dernier épisode du Clubhouse dédié à la Coupe du Monde. Et qui sera en finale, mesdames, messieurs? Eh ben, il faudra regarder l'émission pour le découvrir. Salut!